faire en intelligence collective. Merci. C'est-à-dire d'avoir une galaxie de partenaires autour de nous qui n'ont pas les mêmes convictions, pas le même parcours, pas les mêmes compétences, de croiser nos regards et de voir si on est d'accord ou s'il y a des zones d'ombre sur lesquelles il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et évidemment, le French Talent Studio fait partie de ces partenaires au sein d'une communauté qui s'appelle Buddy Tree et qui nous permet comme ça de nous nourrir mutuellement et d'acquérir en intelligence collective une compréhension un peu plus large spectre et un peu plus nuancée que nos simples convictions personnelles. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux et donc avec vous. Merci Thomas. Et je vous présente Jean-Philippe Guédon. Vous connaissez peut-être d'ailleurs parce qu'il est membre du French Talent Studio déjà auparavant, mais en tant que DRH, puisque Jean-Philippe était DRH d'une société France Bonhomme avec laquelle d'ailleurs nous avons collaboré énormément. Et nous avons la chance de voir Jean-Philippe nous a rejoint maintenant depuis début novembre pour pouvoir développer en fait notamment toute la partie à la fois accompagnement de la structuration, de la partie RH parce que c'était son cœur de métier, mais aussi de l'impact. Et puis un travail aussi au sein du French Talent Studio. Donc Jean-Philippe, je te laisse la parole pour te présenter. Merci Damien, bonjour à tous. Moi, j'ai été DRH pendant plus de 20 ans dans 5 environnements professionnels qui étaient majoritairement dans le monde de la construction, que ce soit l'entreprise générale, la production de matériaux, la distribution de matériaux. Je suis intervenu aussi dans le monde des services pendant quelques années, avec comme fil rouge la fonction RH et de manière complémentaire ces dernières années, celle de RSE. Alors, développement durable, RSE, impact. J'ai suivi tout le glissement sémantique qui était connecté à la prise d'ampleur de cette fonction au sein des organisations. Et pour revenir sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, valoriser le capital humain, ça commence par les protocoles sanitaires parce que la meilleure manière de le valoriser, en guise d'introduction, c'est aussi de savoir en prendre soin. Et c'est de cette manière-là que le rôle du DRH prend son importance, y compris dans ces à-coups qu'on a vécu ces dernières années, ces 2 dernières années, entre le coup d'arrêt et les réactions, ça c'était début 2020, et puis ensuite cette phase de reprise qui nous a amené justement à considérer le capital humain de manière, très différente dans un espace-temps condensé, c'est-à-dire une opération de stop and go, de coup d'accordéon pour ceux qui préféreraient ce type d'image. Très bien. Merci Jean-Philippe. Donc, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais jouer le rôle de monsieur loyal et d'animateur. On avait travaillé sur 3 questions, d'ailleurs, qu'on vous a partagées, qui nous paraissaient bien pouvoir balayer en fait, ce sujet autour de l'investissement dans le capital humain. La première question, c'était en fait, comment valoriser le capital humain comme véritable levier de la stratégie. Comment, quand on a un plan stratégique dans l'entreprise, on emploie aussi un mot qui soit très associé, j'allais dire, au capitalisme et à la stratégie d'entreprise et pas forcément un mot des relations humaines classiques, donc de l'emmener dans une sémantique différente. Donc justement, comment on valorise le capital humain comme véritable levier de sa stratégie. Thomas, est-ce que tu veux commencer? Avec joie. Je vais poser 2 éléments de contexte et puis je vais poser 2 éléments de piste. Et puis ensuite, on va jongler avec ça. Et on va voir aussi ce que les gens qui nous font l'amitié de nous écouter ont comme réaction. Tu disais tout à l'heure, on voit bien, et on l'a senti de manière extrêmement virulente en septembre-octobre dernier, là, il y a quelques mois, la difficulté à attirer et retenir le talent, alors qui est un terme qui est galvaudé depuis pas mal d'années, mais a été particulièrement aiguë. Il n'y avait absolument pas moyen de faire venir des gens, et puis tous ceux qu'on avait et sur lesquels on comptait commençaient à s'égayer comme une volée de moineaux. Il y a eu un vrai problème de tension sur la ressource. Et pas du tout dans une logique « oh là là, on n'arrive pas à trouver des gens compétents sur des trucs pointus » ou le marché de l'emploi n'est pas organisé, mais plutôt les collaborateurs ont pris en main leur destin professionnel et ils
n'hésite pas à avoir des trajectoires de carrière un peu compliquées, reprendre des études, prendre des risques. On a complètement bouleversé la problématique il y a des entreprises qui offrent des emplois et puis il y a des gens qui espèrent être éligibles à avoir cet emploi. On est vraiment dans une logique de non, c'est complètement rééquilibré. Je fais ce que je veux de mon temps de travail et j'ai envie ou pas de travailler avec toi, avec toi, avec toi. Peut-être que j'ai pas envie de travailler avec toi. Et ça, les entreprises se le sont pris dans la figure et elles n'étaient pas prêtes. Ce qui, pour moi, résulte d'un deuxième élément de contexte qu'on n'a pas encore évoqué explicitement, même s'il était complètement sous-jacent, qui est tout ce qui s'est passé ces dernières années et dont la pandémie, dont on se prend encore une énième vague, etc., est un révélateur extrêmement puissant. C'est-à-dire que le monde n'est plus constitué de hiérarchies simples et relativement immuables dans le temps, où on sait à peu près quelle est la place qu'on a, quelle est la capacité qu'on a à influer sur cette place, et on essaie de louvoyer avec un jeu de contraintes connu et finalement assez rigide. Maintenant, on est dans un monde où le numérique permet d'avoir accès à n'importe quelle information, de pouvoir lancer des projets, de pouvoir accéder à des financements, et où les évolutions de la société par la confrontation à une masse informationnelle large font que des besoins qui jusqu'ici étaient minoritaires sont mis en lumière. Des gens qui se sentaient seuls s'aperçoivent qu'ils ne le sont pas et donc prennent du poil de la bête en termes de pouvoir de revendication. Je trouve que vos services ne sont pas très bons. Je pense qu'on peut faire autrement. D'ailleurs, je me demande si on ne pourrait pas monter nous-mêmes une entreprise qui répondrait à nos besoins. Bref, le rôle de l'entreprise comme premier, j'organise les choses, je donne des ordres, je donne la règle du jeu, je donne le ton. C'est moi qui définis à quoi on joue et dans quel terrain de jeu, est largement effrité face à une population de clients, de collaborateurs, c'est notre sujet, et d'actionnaires dont les besoins, la manière de les exprimer ont profondément évolué. Et pour nous, ça fait une grosse dizaine d'années maintenant, c'est ça la vraie nouveauté du 21e siècle, c'est qu'on est passé sur un monde extrêmement multipolaire et extrêmement éclaté. Donc, face à ça, du point de vue stratégique, il y a deux axes, comme je le disais tout à l'heure. Le premier, c'est ça va être très compliqué d'échafauder une stratégie dans un bureau en fumant des cigares et de demander aux gens de s'y inscrire. Il va falloir élaborer la stratégie avec eux. Parce que sinon, on n'aura pas la capacité à déceler à leur place ce qu'ils pourraient apporter, à deviner à leur place des éléments de pertinence qu'ils pourraient apporter parce qu'ils ont un regard qui n'est pas le même que celui du dirigeant. Il y a peut-être des gens qui voient au niveau shop floor, si vous me permettez l'anglicisme, enfin au niveau le plus zone de production, terrain qui soit, peut-être qu'ils identifient des choses qui sont des problématiques, qui sont des opportunités, qui sont assez faciles à résoudre pour créer de la valeur à brève échéance, mais qui ne sont pas perceptibles par les dirigeants et qui donc risquent d'être ignorés, même s'ils le disent, même si on avait mis en place des circuits pour le dire. Alors que si on inclut cette démarche dans la démarche de plan stratégique, de dire hey, les gars, vous n'auriez pas des trucs à nous dire, et les écouter et en tenir compte, alors ça ne veut pas dire le mettre en place tout de suite, mais que ça a une place quelque part dans le plan stratégique, peut-être à long terme, alors on enrichit largement la palette, on fait de l'intelligence collective et on se met en capacité d'être un peu plus capable d'anticiper ce monde multipolaire éclaté où plein de petits mouvements risquent de nous échapper. Et la deuxième chose, une fois qu'on a fabriqué un plan stratégique un peu plus collaboratif, un peu plus dans l'écoute, le rôle qu'on va donner aux collaborateurs dans son exécution va là aussi être sans doute beaucoup plus fort, beaucoup moins, écoute, voilà la place qu'on t'a attribuée, voilà le boulot qu'il faut que tu fasses, on va vérifier que tu le fais, mais beaucoup plus subsidiarité, voilà les principes, voilà les lignes de force dans lesquelles il faut s'inscrire. À ton niveau, dis-nous comment tu le déclines. Et puis, pas forcément dis-nous pour qu'on dise oui ou non, dis-nous, tiens-nous informés, de sorte qu'on puisse de temps en temps dire attends, oulala, pourquoi tu fais ça? Fais un peu gaffe. On en discute, attends, fais plutôt comme ça. Ou ah ouais, tiens, si, tu as raison, on n'y avait pas pensé, pourquoi pas? Et vraiment dans cette logique de que chacun soit responsable de sa propre transformation. Alors, pas pour déléguer la charge mentale sur ses collaborateurs, mais pour dire on est tous des éléments de la même mécanique un peu complexe et très évolutive. Donc, il faut bien que tu sois capable toi-même d'apprécier tes degrés de liberté et de faire des propositions dans l'action, dans l'exécution. Donc, cette démarche collaborative que j'évoquais pour l'élaboration du plan stratégique,
on doit aussi la retrouver au niveau de l'exécution de ce plan stratégique. Voilà, j'espère avoir pas été trop… Non, c'est clair, Thomas, et c'est vrai qu'on voit bien ce mécanisme d'individualisation des parcours, c'est un mouvement de fond, de toute manière, de la société, et encore plus dans justement ceux qui sont le plus, ceux qui ont le plus de capital professionnel, qui ont encore plus de force de transaction avec l'entreprise. C'est exactement ça. Et en fait, on est dans une logique où chacun des salariés, chacun des collaborateurs de l'entreprise s'est réapproprié son parcours professionnel. Exactement. Et ça, c'est antérieur au Covid. Et dans la fonction RH, c'est quelque chose qu'on a, pour tous ceux qui partagent cette fonction, qu'on a observé depuis plusieurs années, bien avant le Covid, et qui est né en fait avec la notion d'ubérisation. C'est à ce moment-là où cette idée de chacun d'entre nous est propriétaire et l'honneur, encore un anglicisme, de son propre parcours professionnel et est en recherche aussi, parce que ça c'est né par ricochet de la tendance à l'ubérisation, de la recherche de cette adéquation entre ses valeurs et la manière dont il peut les exprimer dans son quotidien professionnel. Et ça a été très accéléré par le Covid et tout ce qui a été mis en place. Et le Covid a été un accélérateur de temps quelque part et de mûrissement de l'ensemble de ces réflexions. Et c'est là où il faut absolument, dans le rôle de DRH, prendre conscience de ça et s'attacher à en faire prendre conscience à ses parties prenantes, à ses pairs au sein d'un comité de direction, d'un COMEX, on appelle ça comme on veut, d'un board, pour éviter des réactions qui soient inscrites dans un laps de temps trop court et qui soient destructrices. Donc, je partage complètement, Thomas, ton point d'entrée qui est de dire c'est la mort du top-down, ça aussi, encore un anglicisme, il faudrait que ce soit la mort des anglicismes accessoirement, mais c'est la mort du top-down dans le processus d'élaboration du plan stratégique, dans le processus budgétaire, où on dit, voilà, il y a un board qui a dit qu'il faut faire un EBITDA de temps, donc derrière, on déroule comment on va s'y prendre. On inverse le syllogisme, on s'y reprend correctement, et là, on vient connoter, raccrocher une autre notion qui a pris de l'ampleur ces derniers temps, qui est celle de la mission de l'entreprise. Alors que ce soit une mission au sens technique ou que ce soit une mission juste au sens de quelles sont les valeurs de mon entreprise et vers quoi elles m'emmènent et de quoi suis-je acteur en étant partie de cette organisation et pas seulement dans la production d'un résultat. Et toute cette démarche-là, elle crée une nécessité de cohérence entre le fond, la manière, l'objectif et les valeurs qui vont forcément sous-tendre la façon de faire. Et c'est ça qui s'est créé dans ce cadre-là. Donc, la première manière de valoriser son capital humain, c'est de respecter cette évolution dans ses process managériaux, dans sa manière de faire, de manière sincère également, parce que beaucoup s'y sont essayés. Et c'est aussi là quelque chose qu'on observe, que ce soit à travers le French Talent Studio ou dans cette prise de recul que je découvre depuis quelques mois, qui expose à beaucoup plus de matière que quand on est DRH d'une organisation qui, quelle que soit sa taille, n'est jamais qu'une organisation. Et on se rend compte que la prise de conscience commence à arriver. Elle s'exprime dans un premier temps par de l'habillage et une certaine forme de communication qui évolue, ce qui est un premier pas intéressant et qui doit être complété par, alors je vais prendre un mot qui va peut-être un peu heurter, mais par une réelle sincérité dans la démarche managériale, dans l'écoute de ce que chacun des membres de cette organisation a à dire, a envie de porter et a envie d'apporter pour contribuer à sa performance. Parce que c'est bien de performance aussi dont il va falloir parler pour pouvoir valoriser le capital humain. C'est d'ailleurs comme ça, par la réalisation de cette performance, que le capital humain va lui-même se réaliser et s'inscrire dans la durée dans l'organisation en question. Donc, du coup, si je comprends vos visions complémentaires, n'hésitez pas à rebondir, c'est de dire, en fait, c'est quelque part la nouvelle forme de l'entreprise, le besoin aujourd'hui de répondre à ces attentes d'individualisation et qui sont maintenant très prises en compte de la part des candidats, enfin de la part pas des candidats d'ailleurs, des salariés de l'entreprise et qui aujourd'hui poussent l'entreprise déjà à se dire si je ne réponds pas aujourd'hui, si je ne les associe pas à la stratégie de l'entreprise. Et donc, si je ne valorise pas le fait que j'ai bien une ressource et qu'elle est impliquée au cœur même de la stratégie, je ne vais pas réussir à avoir le niveau d'engagement suffisant pour réussir à conduire mon projet.
C'est comme ça que je vois la situation, effectivement. Et l'engagement, ce n'est pas simplement délivrer de l'information, comme on l'a souvent fait. Hein. Le fait de communiquer, de partager la vision, ça, c'est une première brique qui est nécessaire, qui est indispensable, mais qui n'est plus suffisante. Exactement. Et il faut la compléter de l'écoute, hein, l'écoute active de ce que chacun a apporté. Ouais, c'est ça le propos tel que je l'ai vécu comme DRH dans différentes organisations ces dernières années. Et sur cette sémantique du capital humain, est-ce que c'est une sémantique qui est appropriée au sein de l'entreprise? Est-ce qu'on parle de capital ou est-ce que on continue à parler de ressources? Certains, enfin voilà, est-ce que cette sémantique du capital, qui supposerait du coup des investissements, enfin qu'on considère le capital du coup comme un actif de l'entreprise, est-ce que c'est une sémantique qui est aujourd'hui bien appropriée au sein de l'entreprise? Alors, moi, je pense que oui. Enfin, pardon, vas-y. Mais vas-y. Non, j'ai beaucoup aimé ton introduction où tu disais, c'est marrant parce qu'on n'est pas, alors que French Talent Studio, on est plutôt autour de la fonction RH, etc. On est délibérément aujourd'hui pas sur une sémantique des relations humaines, du coaching, de l'empowerment, tous ces termes. Alors, ok, c'est encore des anglicismes, pardon. Mais tous ces termes qui sont autour de l'humain, des sciences humaines, du psychologique, du soft, du féminin, de l'autre côté du cerveau, etc. On a choisi aujourd'hui une sémantique de la performance, du capital, des KPI ou des OKR, un truc extrêmement mécaniste. Et je pense que c'est nécessaire parce que dans le propos que tenait le camarade Guédon avec beaucoup de subtilité et à mon avis de justesse, on entend qu'il y a quand même du boulot parce qu'il faut au sein du COMEX que les voix qui portent ce message-là soient entendues par des gens dont tout le succès de la carrière repose sur un paradigme complètement différent, qui est moi je sais et pas toi, du coup je donne des ordres, tu les exécutes, je suis mieux payé que toi, etc., etc. Donc il y a des gens qui ne sont pas prêts à lâcher ça, pas pour des raisons de « oh, ils sont avides, ils sont méchants », mais simplement qu'ils n'ont pas vécu dans autre chose, ils n'ont pas d'autres points de repère, d'autres référentiels. Ils sont désemparés quand on leur dit « il faut que tu écoutes les gens ». Oui, bon, alors ok, alors on va faire une survey, on va faire venir des consultants qui vont mettre des post-it, et puis ça va nous réinventer la boîte. Comme ça, on aura la paix. Non, il faut que vous changiez complètement le regard que vous portez sur ce que ça veut dire être une entreprise, ce que ça veut dire diriger une entreprise. Et ils n'y sont pas prêts parce qu'ils n'y sont pas préparés, ils n'y sont pas formés, ni par leur formation initiale grande école qui date probablement d'il y a 30 ou 40 ans, mais aussi psychologiquement. Il faut les accompagner. Donc ceux au sein du COMEX dont le boulot va être d'être les évangélisateurs de leur pairs, ne va pas être facile. Et donc, si on peut avoir un vocabulaire qui va être compris, c'est une question de capital. Au lieu de regarder ta masse salariale comme étant une dépense, un centre de coût, un truc récurrent, donc il faut tailler dedans. Donc, il faut virer les vieux, prendre des jeunes, calculer la rémunération variable sur des trucs qui vont induire des comportements. Il faut qu'on n'investisse pas trop sur la formation, les machins, les trucs. Ils ont qu'à le faire avec leur compte à eux, sur leur temps à eux, je sais pas quoi. Tu peux raisonner comme ça, comme on a raisonné pendant des années. Tu es sur une logique, comment je réduis ce coût? Si tu ne le vois plus comme un coût, mais comme un investissement, je reprends le terme que vous employez, à mon avis, très justement l'un et l'autre, à ce moment-là, ce n'est pas pareil. C'est j'ai une capacité de production. Il n'y a pas d'entreprise sans collaborateurs. Et ces collaborateurs sont un patrimoine qui a un ROI. Donc, il faut que j'investisse sur le maintien en condition opérationnelle de mon patrimoine humain. Il faut que j'investisse dedans comme j'investis dans mon système d'information, comme j'investis dans mon outil de production industrielle. Donc oui, quand il y a des nouveautés, des innovations qui apparaissent, je dois les intégrer en formant mes mecs. Quand il y a des modes de management nouveaux, je dois les intégrer en manageant mes mecs différemment. Parce que du coup, avec la même quantité de people qui me coûtent le même argent, parce qu'il faut bien qu'ils soient payés décemment, sinon ils vont se barrer, comment je fais pour que ça rapporte plus? Pas en les pressurant davantage sur les horaires, sur la pression psychologique, sur le machin, en les laissant davantage libres d'apporter de la valeur à la boîte parce qu'ils y voient, et c'est vachement important ce que vous disiez sur la sincérité, ils y voient une convergence d'intérêts, et pas que d'intérêts pécunier à court terme. Il faut une convergence d'intérêts entre la mission, la vision, les valeurs, tout terme que vous avez employé de l'entreprise et la leur. Ils disent, OK, ça c'est un truc pour lequel je suis prêt à apporter une idée, apporter mon intelligence, prendre une décision, rendre un jugement, m'engager, voilà, m'ouvrir les tripes et les poser sur la table parce que j'y crois à votre truc.
Je vois où votre succès et mon succès vont au même endroit. Donc oui, pour convaincre des gens très old school que c'est leur intérêt dans un paradigme qu'ils comprennent qui est tu seras plus riche, il faut employer un vocabulaire de la richesse, du patrimoine, de l'investissement, du ROI, etc. Pour la RH, oui, bien sûr. Et donc, parlons de patrimoine humain, parlons de capital humain, parlons d'investissement humain, plutôt que de ressources humaines qui, en plus, donnent un peu l'impression que c'est quelque chose qu'on exploite et qui est fini, ressources. Ce n'est pas des ressources, c'est plus que ça. C'est ce qui fait que votre entreprise va se transformer. Pourquoi? Parce que si ça ne l'est pas, votre entreprise se plantera. Vous n'allez pas transformer votre entreprise contre les gens qui la constituent. Et ne croyez plus dans le marché de l'emploi qu'on décrivait tout à l'heure, que vous allez pouvoir appliquer la technique du Khmer rouge, qui est j'élimine tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et comme le marché de l'emploi est infini et infiniment renouvelable, il y aura un appel d'air et il y aura des gens qui viendront lever la main pour remplacer ceux que j'aurais virés. Ça, c'est pas possible, c'est pas tenable. Je te laisse réagir. Je suis complètement aligné avec ça. Et là aussi, il y a un glissement sémantique qui est intéressant. C'est qu'on parlait il y a quelques années de Chief HR Officer. Et de plus en plus, le HR est remplacé par People. Et ça, je trouve que ça va également dans le sens qu'on évoque et auquel on souhaite conduire les organisations qu'on accompagne d'une manière générale. C'est de prendre conscience que manager par la discipline, manager par l'obligation, c'est fini. Il faut manager par l'envie, l'alignement des valeurs, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ne serait-ce que chacun d'entre nous, on ressent très spontanément que ce qui nous mobilise dans notre vie, dans toutes ces facettes, c'est quelque chose. Quand on a envie de faire quelque chose. Quand on n'a pas envie, c'est pénible, c'est fastidieux, et puis on fait. Voilà, ça n'a pas le bon résultat. Quand on a envie, ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est le boulot c'est le nouveau boulot, ou alors c'est une nouvelle manière d'exprimer le boulot du DRH. Quelque part, et valoriser le capital humain, ça commence aussi par prendre son bâton de pèlerin auprès de ses pairs et leur faire comprendre et passer ces messages de nécessité, de créer cette envie et de créer cette valorisation de chacune des parties prenantes, puisque le salarié est quand même la première partie prenante de l'organisation. Ça, c'est un point qui est fondamental dans la manière de le valoriser. Et je pense qu'il s'exprime, et là, je prends un axe complémentaire, peut-être au risque de rentrer un peu dans le détail, mais dans la nécessité aussi de gérer les temps. Les temps au sens des moments et le rapport au temps, à la fois de l'individu et à la fois de l'organisation. On l'a vu dans cette accélération du temps depuis 2 ans. On a vu ce coup d'accordéon avec on panique, je suis très caricatural volontairement, hein. On panique au premier semestre 2021, on va tous mourir, les PSE, les destructions d'emplois que tu caractérisais tout à l'heure, Damien, et que moi j'ai vécu comme tentation, par un management qui sans forcément paniquer, a quand même pris un gros coup de chaud face à cette situation qui était extrêmement inquiétante. Et tout ça pour faire l'inverse tout de suite après. En disant zut, on a enclenché des processus. Et c'est là où il y a un désaccord entre les processus et les émotions que la situation vont créer, la nécessité de préserver l'organisation. Et quand bien même, quand on prend la décision d'enclencher des processus de réduction du staff, parce qu'il y a des fois, ils s'imposent, et puis ils sont malheureusement nécessaires pour la préserver, on rentre là dans un temps long. Mais merci, l'organisation administrative qui nous amène à gérer ça sur des temps longs et qui fait qu'à un moment, il faut faire machine arrière. Tout ça se percute, passe des messages qui sont complètement brouillés à l'ensemble des collaborateurs. Et là, on se retrouve dans une situation où on met à l'arrêt une organisation et on démobilise complètement. Et la remise en route des moteurs est très, très difficile dans ce cadre-là. Donc, c'est notre rôle de DRH, de conseil dans ces cas-là, c'est d'amener à cette prise de recul et à à ce management des temps et cette mise en adéquation et en rapport des temps de l'individu, des émotions, du rationnel, du raisonnable, pour le bien de l'organisation dans ce cadre-là. Et la manière de valoriser son capital humain, je disais tout à l'heure sous forme de boutade, c'est d'abord d'en prendre soin à travers les protocoles sanitaires, bien entendu. Première responsabilité, c'est celle-là, d'en prendre soin. Et en prendre soin aussi, c'est les garder à bord et être capable de gérer la patience. Et cette patience, elle a un coût. Et c'est là où on va retomber sur les notions de ROI, etc. Et c'est d'ailleurs ce que l'État avait très, très bien compris en facilitant le recours au chômage partiel en 2020. Très bien compris que pour aider les entreprises à gérer à la fois l'inquiétude, l'incertitude et l'impatience, il fallait pouvoir mettre en place des dispositifs qui les fassent résister à la tentation de se séparer de monde pour embaucher derrière, bref, de se préserver, de les aider à se préserver de cette manière-là. Absolument.
Un dernier point, Damien, peut-être sur ce glissement sémantique vers capital. Moi, je le trouve très, très bien aussi, pour être explicite là-dessus, parce qu'un capital, on a tendance à le faire fructifier. Là aussi, revenons à des choses très simples de notre vie. Un capital, on le ferait fructifier. Une ressource, globalement, on la consomme. Exactement. Donc ça, c'est très, très bien. Là où j'ai souri tout à l'heure, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir appeler camarade un CFO. C'est marrant, ça a toujours été relativement mal pris, même à la machine à café. Justement, alors, ça m'ouvre la deuxième question, hein, qui était comment on réussit, justement, si on est maintenant sur cette sémantique de l'asset, du capital, à convaincre la direction générale, les managers opérationnels, le comité de direction. C'est du coup, en tant que DRH, les pairs que l'on a au sein de ce comité de direction, d'investir dans le capital humain de l'entreprise pour aider justement à ce qu'il se développe et qu'il développe l'entreprise. Alors, je vais peut-être prendre, Thomas, si tu le permets, première partie sur cet élément-là. Alors, les pairs, donc là, je raisonne comme DRH dans un COMEX avec des pairs qui sont des patrons de fonction ou support ou opérationnel, commercial. Généralement, on n'a pas besoin de convaincre ces pairs de la nécessité de valoriser ou de recruter, de développer le capital humain. Parce que ces pairs-là, ils sont managers, ils ont leurs équipes, ils ont des responsabilités et ils ont les fameux KPI à remplir et ils ont besoin de leurs équipes. Donc, les convaincre, ce n'est pas le principal exercice, paradoxalement. Le principal exercice, il est dans l'organisation et la manière dont on va s'y prendre. Parce que celui qu'il va falloir convaincre, alors, c'est le CFO, c'est le DG, c'est l'actionnaire, on l'appelle comme on veut, chaque organisation a son propre processus dans ce cadre-là, mais c'est l'étage du dessus, pour faire simple, c'est plutôt l'actionnaire généralement. Et là, il faut de la méthode. Et cette méthode, elle va être différente en fonction de la typologie de métier, finalement. Il y a deux grandes typologies dans les fonctions, donc dans le capital humain, dans la manière dont il s'exprime. Il y a les typologies business, c'est ceux qui vont rapporter, globalement. Là, la méthodologie de conviction, elle est assez basée sur un Excel. C'est combien il me coûte, combien il va me rapporter, une fois qu'il sera correctement paramétré. Là aussi, je prends volontairement des termes un peu mécaniques pour nous forcer aussi à prendre du recul par rapport à ça. Là où c'est moins évident, c'est tout ce qui va être sur les fonctions qui vont apporter de la valeur, non pas du business, mais de la valeur à l'entreprise ou des valeurs, finalement. Et je prends un exemple que j'ai vécu récemment, que j'ai vécu successivement dans deux organisations, qui est de créer des pans complémentaires à des organisations RH, que ce soit, je vais prendre un exemple qui n'est pas le plus récent, qui est celui de la création d'un centre de formation, à la fois destiné à l'interne et à l'externe. Ça, c'est quelque chose qui ne donne pas forcément immédiatement de résultats au sens chiffre d'affaires et EBITDA, parce que ce ne sont pas des choses qui sont faciles à valoriser. Par contre, ça permet d'asseoir une notoriété. Là, dans le cadre d'une organisation industrielle, une notoriété et d'asseoir un positionnement premium de produits industriels destinés à l'étanchéité du bâtiment. Je ne donnerai pas de nom, donc il a changé depuis, mais c'est dans cet environnement qu'on était. Et ça, c'est quelque chose qui a été traité en termes d'image. Et cette approche par l'image de l'entreprise et l'utilisation qu'on peut faire ensuite de l'image d'une entreprise qui avait déjà un positionnement de sachant et qui permettait de l'emmener vers un positionnement de premium sur ces marchés est quelque chose qui a permis d'embarquer, là pour le coup, appelons-le le board, pour faire simple et par convention dans ce cadre-là, puisque ce sont eux généralement qui ont les clés du budget. Ça c'est un élément de conviction qu'il faut travailler avec beaucoup de communication. Là aussi, il faut gérer de la patience. Il y a de la patience et de l'impatience, mais c'est un travail de communication qui est à faire et à mettre sous forme de mode projet avec les parties prenantes qui sont dans ces cas-là, bien entendu les commerciaux auxquels on délivre une promesse de valeur. C'est ça. Et je crois que c'est par là qu'il faut passer, par cette promesse de valeur, non pas immédiatement mesurable, mais à terme comme quelque chose qui permettra de s'appuyer pour créer de la valeur et là revenir sur les fonctions business qui, elles, auront finalement un outil de création de cette valeur.
Donc, ça veut dire vraiment s'allier avec les fonctions business, marketing, communication, enfin plutôt marketing commercial d'ailleurs, hein, plutôt, Oui, oui. et faire un pan ensemble en disant, en fait, globalement, cette excellence qu'on va développer en interne, on va la diffuser en externe et ça va nous aider dans le positionnement. C'était exactement le point d'entrée dans ce cadre-là et qu'on peut même élargir aussi, là pour le coup, à l'ensemble de l'écosystème business de la structure en question, puisque ça permet d'embarquer à la fois des fournisseurs, surtout des fournisseurs, et également des clients à qui on délivre cette promesse de valeur complémentaire. Alors, je suis tout à fait d'accord. Nous on a une approche. Alors, c'est vraiment une approche Blooming Partners and Friends. Donc, je ne prétends aucunement à l'universalité de ce que je vais dire. Je présente un témoignage. Vous en faites chacun ce que vous voulez. Mais on a une approche assez proche de ce que tu décris, en allant même un peu plus loin. Quand tu dis, il y a des gens avec qui on va arriver à les convaincre avec un Excel, tu as raison sur le principe, mais je constate qu'un Excel qui parle de ressources humaines est souvent moins bien reçu qu'un Excel qui parle de développement produit ou de segment de marché. Donc, il y a quand même un boulot de préparation des consciences sur, vous allez rire, regardez pas les têtes de colonne, regardez juste les chiffres. Après, vous verrez que ça s'applique à des trucs auxquels vous n'avez pas l'habitude que ça s'applique. Mais vérifiez juste que les chiffres sont justes et convaincants et vous allez voir qu'on va se comprendre. Donc, il y a quand même un peu de boulot. Et effectivement, quand on est sur de la création de valeur plutôt que sur de la création d'argent, à court terme mesurable, nous, on a une approche résolument par les actifs immatériels. En disant, vous le voyez bien, quand on voit les valorisations des entreprises de tech, quand on voit la spéculation sur les NFTs, quand on voit des trucs comme ça, on voit bien que la valeur de marché et la valeur du sous-jacent, c'est de plus en plus décorrélé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des facteurs qui jouent. Ces facteurs, nous, on prétend qu'on sait, pas forcément les mesurer mathématiquement, parce qu'il y a une énorme part d'appréciation, de conviction, d'irrationnel, mais en tout cas, on sait les lister, les dénommer, les catégoriser, etc. Donc, avec Blooming, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Terra Firma, qui dit l'avenir des entreprises, c'est d'identifier et de valoriser leurs actifs immatériels. Et dans les actifs immatériels, il y a plein de choses que tu as décrites. Il y a le comportement des collaborateurs, leur loyauté, leur solidarité entre eux en cas de coup dur, leur capacité à proposer des améliorations continues de l'entreprise, à faire entreprise, à faire sien le projet de l'entreprise. Il y a tout ce que tu viens de dire qui est absolument fondamental sur l'écosystème. Sujet sur lequel je saoule régulièrement mon ami Damien, Eco, Ego, Exosystème, en disant une entreprise, elle n'existe pas dans un vide. Il y a la famille proche à l'intérieur de l'entreprise. Il faut bien qu'on ait tous conscience des interdépendances entre nous. On parlait de performance tout à l'heure. On va de moins en moins vers soit performant individuellement, fais-nous une somme d'optimum individuel qui peut-être se détruisent mutuellement. Réfléchis plutôt à ta contribution à un optimum global. Et là, on va créer un optimum collectif qui est sans doute supérieur à la somme des optimaux individuels. Ça, c'est le premier. Et le deuxième truc, c'est au-delà de cette famille proche, il y a tous les gens autour. Tu ne vas rien faire sans tes clients. Et tes clients, ce n'est pas des cochons de payants à qui tu pousses des produits. C'est des gens qui, par leurs usages, drivent la nature de tes produits et services. Également, tu vas avoir on l'a dit, des partenaires, des fournisseurs, tu vas avoir des actionnaires, tu vas avoir une opinion publique, tu vas avoir une image de marque qui donc est relayée par des médias. Tous ces acteurs-là, il va falloir vis-à-vis d'eux que tu aies des relations publiques, que tu aies une proposition de valeur, une image, une intelligibilité. Et c'est ça qui va créer de la résilience de ton modèle quand il y a quelque chose qui vient le percuter. Voilà, tous les gens qui étaient en train d'investir sur « Oh ben, le CBD, c'est pas un stupéfiant », ça résout plein de problèmes comme traitement palliatif pour de la désaccoutumance de drogue, etc. On va se lancer là-dedans. On voyait fleurir des échoppes dans tous les sens. Et là, au 1er janvier, la France dit non, on l'assimile stupéfiant, boum, vous ne pouvez plus faire ça. Comment tu réagis à ça si tu n'as pas un réseau de partenaires, de gens qui ont tes intérêts parce que ce sont les leurs? Et comment tu rebondis, ou pareil avec le Covid. Donc, cette notion d'écosystème, avoir un écosystème cartographié, solidaire, résilient, oui, c'est un actif immatériel à l'évidence. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est traitez donc votre patrimoine humain comme un actif immatériel, c'est-à-dire comme un actif. Et donc, quand tu dis, oui, raisonner mécanique, raisonner patrimoine, raisonner fructifié, raisonner bon père de famille, investissement, long terme, ma retraite, voyez vos ressources humaines comme ça, vraiment.
Merci. Du coup, parce que là, on a parlé de l'investissement en capital humain sur la partie business, qui paraît, qui est très un investissement en hard skills, hein, généralement, donc dans des savoir-faire. Euh, Comment on réussit à valoriser un investissement plus sur des fonctions dites traditionnellement support, et notamment, enfin, c'est vrai que c'était une des vocations du FTS, hein, c'est de réussir à investir sur la fonction RH. Euh, Comment on réussit à valoriser un investissement sur ces fonctions support et pourquoi pas sur la fonction RH? Alors, ce n'est pas l'exercice le plus facile, parce que celui-là, pour le coup, il suppose de prendre encore 2 pas de recul et un petit peu plus de patience pour refaire le lien entre la nécessité d'une fonction support, pendant une fonction RH, mais alors, une fonction RH même élargie, une fonction RH élargie à l'impact aussi, parce que quelque part, il y a une vraie cohérence entre l'impact RSE et puis la fonction RH. Et il faut la prendre comme celle qui va rendre possible la réalisation du business et qui va donner un cadre suffisamment comment dire, solide, rassurant et, j'ose, confortable à l'ensemble des fonctions business pour pouvoir exécuter leur propre mission. Et finalement, c'est par cet apport indirect de valeur au business que l'on va pouvoir le faire. Et le support, il va venir là. Alors, je mets de côté dans le raisonnement comment dire, tout ce qui va être lié à la nécessité de il faut faire ça, il faut faire ci, machin, etc. Ça, forcément, c'est de la compliance, on en a besoin. On a tous des ratios on prend des services payes dans la fonction RH, voilà, on a 3000 payes à faire dans une organisation, il y a tant de etc. Très bien, je mets de côté. Mais quand on va au-delà, et c'est là où on met de la cohérence, et il faut qu'on fasse passer le message de qu'on met de la cohérence et on permet et on rend possible, c'est encore un anglicisme, c'est le rôle de l'enabler, le business grâce à ça. Il y a beaucoup de groupes, je prends un exemple que j'ai connu, il y a beaucoup de groupes qui posent 2 piliers de stratégie là, ces dernières années. D'un côté le digital, de l'autre côté la RSE. C'est encore comme ça que ça s'exprime. Très bien, le digital, c'est business, machin, c'est rationnel, c'est de la transformation. On voit assez facilement comment ça va pouvoir se dérouler. La RSE, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est là où il faut vraiment, pour le coup, prendre de la méthode et du recul par rapport à l'organisation et à la pression du business pour pouvoir positionner ce que ça va apporter en termes de valeur interne. Et là, on va se reconnecter avec nos propos du début de l'échange, qui est de dire qu'il faut considérer pleinement le collaborateur comme un adulte responsable avec ses envies, ses attentes. Et ça, c'est une partie de la réponse et qui va permettre de se positionner. Il y a une cohérence là aussi. Et puis ensuite, quand on a ça, on va pouvoir les projeter vers l'extérieur. Et c'est en ça que la RSE va s'exprimer. Au-delà de ce qu'on a connu depuis de nombreuses années, d'avoir un registre de valeurs d'entreprise. Alors, je parle des vraies valeurs, je ne parle pas de celles qu'on va afficher sur le site Internet, comme quoi le client, l'innovation, etc. Bon, ça, très bien, merci beaucoup, on les connaît. Mais les vraies valeurs, qui nous sommes réellement en tant que corps social constitué de X dizaines, centaines, milliers de personnes. Voilà. Et celle-là, la RSE, ça va être la manière de les projeter vers l'extérieur et en les projetant vers l'extérieur, de rattirer vers nous les éléments de l'écosystème, quels qu'ils soient. On peut les appeler parties prenantes, mais là, c'est très holistique comme approche. Ce n'est pas seulement la chaîne de valeur qu'on va intégrer verticalement, horizontalement ou comme on veut. C'est réellement complètement holistique et les attirer vers nous pour positionner notre organisation comme un acteur sain dans son écosystème, donc un acteur qui fait envie et vers lesquels les autres se tournent. Et c'est comme ça qu'on va permettre le business et faciliter le business. C'est une véritable activité, si ce n'est une œuvre pédagogique, à l'égard, alors là pour le coup, d'une part de ses pairs dans un COMEX, parce que, et sans aucun jugement de valeur, quand on a un PNL, machin, etc., on est quand même très orienté sur son PNL et la prise de recul n'est pas toujours évidente. Donc ça, je pense que c'est un vrai rôle quand on veut valoriser notre capital humain, comme des RH ou dans n'importe quelle autre fonction qui a l'envie de valoriser le capital humain, de permettre cette prise de recul. Et c'est là où on va aller toucher l'individu et la collectivité de ces individus dans la démarche de construction du budget. Bien partir du principe que le DRH ne décide jamais de recruter, de créer un poste.
Jamais. S'il y en a bien un qui ne décide pas ça, c'est lui. Oui, oui. Hein, il va le faire, mais ce n'est pas lui qui va le décider. C'est le DSI, c'est le directeur marketing, c'est le directeur commercial, c'est le directeur industriel. Voilà. Mais ce n'est pas le DRH. Le DRH, sa responsabilité, et c'est comme ça qu'il participe activement à la valorisation, c'est de permettre à chacun de rentrer dans cette logique et de prise de conscience et de gestion et d'anticipation de ce que sera son organisation. Très bien. Et quels sont les principaux freins et obstacles que l'on rencontre dans cette démarche, justement, avec ces parties prenantes? Et comment on les lève? Je pense qu'on en a déjà évoqué quelques-uns à demi-mot, mais pas sous cet angle-là. Il y a d'abord, à mon avis, un problème qui est lié à la perception des fonctions de support en général. Par définition, comme vous n'apportez pas de revenus, vous êtes probablement un centre de coûts. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de performer avec le budget le plus petit possible. C'est un peu la même chose au sein de l'entreprise que le regard ultralibéral sur l'éducation, la santé, la culture, etc. C'est ouais, bon, faut bien le faire, c'est une espèce de mal nécessaire. Alors faites-le avec un minimum de moyens et une pression pour aller encore plus loin. Et quelque part, le soupçon que si vous y arrivez pas, c'est que vous essayez pas assez, c'est que vous n'êtes pas assez loyaux. Donc faites un petit effort, quoi, la RH quand même. Ne faites pas croire que vous avez besoin de ce budget-là pour des fancy trucs SI qui produisent pas de revenus, quoi, quand même. Donc voilà, il y a d'abord à vaincre un peu cette image-là qu'a la fonction de support en général. Ce serait vrai autant pour les achats, etc. Les seuls qui ont tiré leurs épingles du jeu, c'est la direction financière parce que c'est eux qui ont les cordons de la bourse, et la direction du SI parce qu'ils sont comportés en chaman qui disent « nous seuls comprenons pourquoi la pluie tombe, donc vous avez besoin de nous ». Même si pour ça, ça coûte un peu de monnaie. Donc j'engage les autres fonctions de support à copier ces modes de fonctionnement ou à trouver le leur pour devenir aussi des gens qui ont une voix entendue au sein d'un COMEX. La deuxième chose, c'est les connotations négatives sur tout ce qui est l'humain. Ouais, mais l'humain, c'est difficile à maîtriser, ça part dans tous les sens. Et la réponse qu'on a eue longtemps, notamment dans un pays comme la France, où on a l'illusion du cartésianisme, c'était de dire on va expliquer les choses de manière plus simple. Comme ça, ils vont comprendre, c'est con, et ils vont s'aligner. Sauf que l'humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Et justement, toute la richesse de l'humain, c'est qu'il fait n'importe quoi. Donc, être capable de le laisser faire n'importe quoi, avec des garde-fous pour que ce ne soit pas néfaste, et identifier ce qui est fécond dans le n'importe quoi, c'est vachement bien. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on nous a enseigné à regarder les humains, notamment dans le monde de l'entreprise. L'entreprise, on n'est pas là pour rigoler, attention. Nous, qui faisons beaucoup de gamification, à quel point on se heurte simplement sur la sémantique du mot « jeu ». Quand on dit à un COMEX, écoutez, aujourd'hui, je vous propose une activité un peu récréative, comment ça, mais on est là pour bosser, c'est vachement important au prix qu'on coûte. Ouais, ben justement, tu as besoin de respirer aussi de temps en temps, vu le niveau de pression que tu as. Bon, bref, donc, il y a tout un travail à faire pour éviter de parler des choses tout en parlant. La troisième chose, c'est effectivement la difficulté à mesurer directement l'impact de ce qu'on fait. Or, je pense que là-dessus, mais sous ton contrôle, hein, on a beaucoup progressé. C'est-à-dire qu'on a maintenant des tas de cas d'usage qu'on peut raconter. Et il y a eu des tas d'études qui ont été faites par le monde académique sur voilà, précisément la quantité de monnaie que ça a créé quand on a mis en place tel type d'organisation, favorisé tel type de management, identifié tel type de comportement. Tu parlais tout à l'heure, au-delà des hard skills, de la contribution des soft skills. On sait maintenant que c'est un peu moins une espèce de magma mou où des coachs hippies vont nous parler d'ouverture de chakra. C'est des choses qui se mesurent. Elles ne se mesurent pas forcément de la manière dont on a l'habitude, mais elles se mesurent. Donc, il y a ces éléments organisationnels, fonction de support, ces éléments culturels, RH, ces éléments mécaniques, capacité de mesure, qui, à mon avis, aujourd'hui, limitent un peu la compréhension, l'engagement résolu dans la voie qu'on est en train de décrire. Après, il y en a quand même un qui est un peu problématique, c'est que raisonnons pas mécanique. Il n'y a pas d'un côté les entreprises qui seraient des entités sans visage et extrêmement cyniques, et puis de l'autre côté les humains, les individus qui seraient mous, fragiles, vulnérables et vachement bien. Et il y aurait une espèce de guerre entre les deux. On est tous des individus bardés de convictions, bardés de conditionnements et noyés sous plein d'informations dans tous les sens. Et chacun de nous essaie de se débrouiller dans tout ça. Donc, une bonne façon de faire, c'est d'arrêter de raisonner opposition et de chercher ce qui nous réunit. On est dans cette entreprise, indépendamment du fait qu'il y a le même logo sur notre fiche de paye, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui fait entreprise? Il est où l'intérêt partagé? Et là, on va rentrer dans une logique d'intelligence collective et de qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement.
Et donc, je vais devoir trouver ce que j'apporte aux autres. Merde, c'est pas forcément facile. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises un peu pyramidales où j'en ai chié pendant des années, j'en ai tellement chié que maintenant on m'a promu à un poste où je suis plus censé en chier. Je profite du fait que vous en chiez en dessous, les mecs. Donc, c'est dans des métiers notamment de service comme les nôtres. Donc, il faut peut-être un peu sortir de ça en disant qu'est-ce que je continue à apporter à la boîte. J'apporte mon expérience, mais mon expérience, elle était dans un contexte qui a vachement changé. Donc, comment ce que j'ai fait apporte quelque chose aux gens qui font dans le contexte complètement différent. Et puis aussi accepter que les gens qui sont plus jeunes, plus naïfs, plus idéalistes, etc., apportent peut-être des trucs qui ne sont pas simplement des délires postmodernes, mais qu'on peut, en les écoutant, en essayant de trouver que c'est intelligent, pas en essayant de répondre et en essayant de contrer, on peut trouver des choses qui apportent. Donc, je pense qu'il y a globalement un gros paradigme qui doit basculer, qui est, on est tous dans la même tempête, qui en ce moment s'appelle le Covid. Comment on fait en sorte que nos bateaux ne se coulent pas mutuellement, enfin. Parce que ça ne va pas nous aider à sortir de la tempête. Alors, merci Thomas pour cette démonstration magique du « et magique » et des non-oppositions. Toi, Jean-Philippe, du coup, cette confrontation frein et obstacle dans le vécu de DRH. Elle est, je retrouve les différents éléments que Thomas évoquait. Je pense que c'est là où le métier de DRH est passionnant, c'est qu'il force à intervenir pour quelque part marier ses contraires, si tant est que ce soit des contraires. Mais en tout cas, ces forces qui ne tirent pas dans le même sens. Mais on sait très bien que la stabilité, d'un autre côté, elle naît aussi de l'équilibre de forces qui ne tirent pas dans le même sens. Hein. Pour ceux qui font un peu de bateau, on sait très bien que l'équilibre du bateau, il naît de l'opposition de la force vélique à la force et à la poussée antidérive, la poussée d'Archimède et toutes ces choses-là. Ce n'est pas tant le sujet d'aujourd'hui, mais c'est là où le travail en matière de ressources humaines, il est vraiment profond. Et je pense qu'il passe par l'éducation, dans le bon sens du terme, hein, et sans jugement de valeur, de l'ensemble du haut de la pyramide, si on reprend l'organisation sous forme de pyramide, à cette nécessité d'oxygénation. Hein. Le PNL, l'Excel n'est pas tout. Déjà, il faut fermer les écrans. Ça, je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir se parler et de pouvoir faire passer ces messages. Alors après, s'il faut mettre un peu de concret là-dessus, et il faut mettre un peu de concret là-dessus, je vous partage un retour d'expérience très simple avec un outil rudimentaire que j'aimais beaucoup utiliser dans une organisation à turnover relativement élevé. Et ça permettait de factualiser des choses, qui est tout simplement l'enquête sur les départs. Le fait de systématiquement faire l'analyse des causes des départs. D'être en capacité, déjà sans naïveté, hein, dans une organisation aussi, de faire le tri entre les départs subis et les départs souhaités, hein, ou en tout cas ceux qui ne sont pas regrettés, pour être un peu moins raide dans l'approche. Et puis derrière, de bien vérifier quelle est la cause réelle. Hein, parce que pas les deux premières qu'on va nous donner, mais la cause réelle qui fait que, et de partager ça avec le management. Et ça permet de toucher du doigt et d'avoir cette prise de conscience de la nécessité d'un management basé sur une écoute active, sur une vraie capacité à embarquer les équipes et pas simplement de façade, etc. Ça nous ramène à nos propos de tout à l'heure. Et ça, c'est le socle qui permet de factualiser une situation. Et derrière, on connaît tous dans la fonction RH le coût d'un départ, le coût d'un onboarding raté, d'une rupture en période d'essai, de ces choses-là. Et sur ces bases-là, hein, ça nous permet aussi de mettre un peu de valeur au singulier, pour le coup, de dire voilà ce que ça nous coûte aujourd'hui, de ne pas être au diapason des attentes de nos collaborateurs en termes de gestion des émotions, de gestion des attentes de l'individu, non pas du salarié. Ce n'est plus du salarié dont on parle, c'est vraiment de l'individu. Donc, le constituant de mon capital humain, ce sont des individus avec l'ensemble de leurs pensées, l'ensemble de leurs émotions. Et voilà ce que ça nous coûte. C'est comme ça qu'on peut y aller. Voilà ce que ça nous coûte que de ne pas nous aligner avec ça. Il faut le prendre sans naïveté. Hein. Il y aura toujours du turnover, il y aura toujours des départs, il y aura toujours des moments où. Et il y a un autre point dans les propos de Thomas que je relevais tout à l'heure et qui me faisait penser à une discussion que j'avais eue il y a quelques temps avec un CFO sur la base des budgets formation. Parce que ça, dans les périodes un peu tempétueuses de crise, hein, les premiers budgets qui prennent, la com, la formation, d'autant plus qu'avec les dernières réformes, on peut le descendre vraiment bas maintenant.
Mais oui, mais non. Mais oui, mais non, les formations, s'il faut se mettre à la cape, s'il faut les réduire, préservons les formations managériales qui permettent d'aller vers cette capacité à être cohérent dans la manière dont on embarque l'ensemble de nos équipes. Et je reboucle avec, encore une fois, ce qu'on se disait au tout début, hein, le capital, c'est l'individu, et cet individu, il faut savoir pleinement l'écouter pour le valoriser et donc valoriser ce capital. Voilà comment je cherchais à boucler ma boucle, ce qui est jamais un exercice simple, hein, de le dire comme ça dans le cadre d'un talk, ça permet de prendre du recul et de se dire, bah oui, il y a qu'à, non, il n'y a pas qu'à, enfin oui, il y a qu'à, mais ce il y a qu'à est compliqué et il consomme énormément d'énergie. Et encore une fois, de l'énergie où on se parle écran fermé, sans les PowerPoint et sans les Excel. Je pense que c'est ça la meilleure manière de faire passer les messages en haut de la pyramide et ensuite de gérer la capillarité tout au long de l'organisation. Et comment on fait, on a eu cette discussion très, très fructueuse hein, sur OPEX, CAPEX, comment on fait financer et comment on finance en fait des investissements justement dans le capital humain et comment on réussit à là rentrer dans presque de la technique hein, de comment je réussis à ce que ça ne soit pas associé justement à une simple dépense et identifié comme une dépense à contrer. Oui. Quand on n'a plus le choix et qu'il faut descendre dans la technique. Ouais. Alors, il y a déjà à ce moment-là un petit sentiment d'échec sur la capacité à embarquer dans la vision, sur les valeurs. Bon, il faut la vivre, il faut la gérer soi-même, celle-là. Mais il faut savoir descendre dans la technique aussi. Je partage retour d'expérience très, très, très modestement. Il y a 2 outils que j'avais trouvé très utiles dans ce cadre-là et que j'ai souvent mobilisés. Le premier, c'est effectivement d'avoir cette approche bien comprise avec la fonction finance dans l'organisation. Alors, j'étais souvent dans des organisations pilotées par des fonds d'investissement avec une logique d'EBITDA. Et donc, cette répartition OPEX-CAPEX, et avec cette magie hein, de l'Excel qui fait que le CAPEX, finalement, ça peut être de l'argent qui n'existe pas. Hein. Donc, on peut charger en CAPEX tant que ça ne vient pas plomber les bidas, que ça se passe en dessous dans le fichier. Et c'est là où il y a pas mal de ressources qui sont affectées à des projets, qui sont CAPEXisables. C'est vilain comme mot, hein, mais qu'on peut faire rentrer dans cette ligne-là et qu'on peut financer parce que finalement, comme ça passe en dessous des bidas, il y a moins de pression. Et ça, c'est un vrai travail de ligne à ligne, fastidieux pour le coup, mais que je n'ai jamais regretté de faire. Pourtant, s'il y a bien quelque chose que je déteste dans les outils qui sont à notre disposition, c'est Excel. Et celui-là, ça a permis de débloquer beaucoup de choses. Alors, c'est vrai pour des postes, c'est vrai aussi pour de la formation. Tous ceux qui ont piloté des projets SI ils le savent, hein, il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on peut passer dans le cadre du projet, donc en CAPEX, etc., donc en dessous de l'EBITDA, et là, la pression est moins forte. Rien d'original dans ce que je dis, je partage ce retour d'expérience et la satisfaction du résultat, non pas intellectuel, que j'ai eu à l'utiliser. L'autre élément que j'ai régulièrement… Qu'est-ce qui permet de les qualifier en CAPEX? Qu'est-ce que c'est un CAPEX d'investissement dans le capital humain? C'est le capital humain qui va être attaché à une démarche d'investissement, du coup, non pas de dépense, mais d'investissement, et qui va être nécessaire à sa mise en œuvre. Et c'est là où on peut le rattacher. Alors là, je ne suis pas CFO. Et donc, en exemple, par exemple. Je vais faire attention, mais en exemple, la quote-part ou le temps consacré par une ressource, par un individu, à un projet qui lui-même fait partie des CAPEX de l'entreprise. Typiquement, un développement industriel, une ligne de fabrication dans un environnement industriel, l'ensemble des personnes qui vont être amenées à intervenir, on peut faire passer leur charge salariale, il faut appeler ça comme ça, à ce moment-là, dans le cadre des CAPEX, et au-delà de l'achat de la machine et de la ligne industrielle, de passer aussi la valorisation du temps consacré, du cerveau consacré, des cerveaux consacrés à cet investissement. C'est là qu'on est dans cette logique qu'on évoquait, non pas de performance individuelle, mais de contribution individuelle à une performance collective. Oui. Tout ce qui va être, écoute, j'ai détecté dans le process un truc où moi, ça ne me fait rien, mais si je te donne l'information en avance de phase, ça va te permettre d'être plus réactif sur le recouvrement de la créance. Moi, j'ai trouvé un process qui nous permet d'être plus efficace sur je sais pas quoi, le nettoiement du poste de travail quand on passe de fabriquer tel produit à fabriquer tel autre produit, ce genre de petits trucs, la prise d'initiative, la détection avancée de la souffrance au travail par les pairs.
Je donne des exemples d'OKR vécus qu'on a déployés chez des clients. Le fait d'avoir une relation intime avec tel ou tel membre de l'écosystème. On parlait de parties prenantes tout à l'heure, très, très justement. Et je sais détecter chez un de nos fournisseurs clés une faiblesse que le mec me confie à la machine à café, mais il ne veut pas le dire officiellement pour pas qu'il y ait de problème contractuel. Et donc, j'alerte en disant il faut peut-être que soit on le soutienne, soit on trouve un autre biais qui nous permet d'assurer la fourniture, peut-être en passant pas par lui cette fois-ci. J'ai détecté tel comportement de client que nous n'adressons pas. Ah oui, bien sûr, tout ce qui est symétrie des attentions. L'expérience client. Le numérique nous a beaucoup amené à nous intéresser au parcours client et tout. Le client, il n'aura pas une expérience satisfaisante face à un collaborateur qui est dans le stress, dans l'angoisse, je vais perdre mon boulot, je vais me faire engueuler, etc. Confère, la grande distribution et McDonald's. Donc, qu'est-ce que moi, en tant que collaborateur, je fais ou en tant que middle manager, je fais pour que mes collaborateurs se sentent suffisamment bien pour que les clients se disent « Putain, on est bien ici ». Ça, c'est des exemples concrets de choses qui se mesurent et qui vont dans le sens de ce que tu dis. Comment ça contribue? C'est un petit geste qui n'est pas dans la fiche de poste, qui contribue à un objectif stratégique de la boîte. Et ce petit geste n'existera que parce qu'on aura su créer l'envie de réalisation du petit geste. Tu ne peux pas dire « j'attends de vous que vous fassiez ces petits gestes-là », sinon ça rentre dans la fiche de poste. Ah, tu rentres dans le lien fort. Il ne faut pas forcer le lien. Laisse le lien faible agir. Quand tu vois tes collaborateurs le faire spontanément, et tu le vois parce que tu le mesures, tu dis « ok, c'est bon, on a dû faire quelque chose de bien en amont dans l'état d'esprit, la promesse ». Tu parlais de valeur et de sincérité, c'est exactement ça. Au lieu de rester sur « bon, on est d'accord que notre stratégie, c'est d'être leader des numéros 1 qui font autorité », quand ton intention est un peu plus travaillée que ça, un peu plus partagée que ça, on va pouvoir mesurer si tu le fais sincèrement ou pas. Et donc, oui, les gens vont s'engager dedans tout seuls. Tu n'as pas besoin de faire de la com. Les gens ne sont pas débiles et les gens ne sont pas malhonnêtes. C'est d'ailleurs un des gros enseignements du Covid. Quand en période de premier confinement, avec leurs gamins sur les genoux, les gens sont plus productifs qu'avant, on se dit les collaborateurs au niveau mondial sont plutôt des gens investis et compétents. C'est ni des tirs au flanc, ni des incapables. Oui, oui. Mais du coup, je reviens quand même sur ma question. On va lâcher. Parce que je trouvais que cette question de l'OPEX, CAPEX, était quand même très intéressante. C'est-à-dire comment on distingue, en tant que DRH, et comment on travaille de manière concrète à distinguer ces deux formes d'investissement. Alors, pour faire très simple, OPEX, c'est tout le run de l'organisation. C'est sa vie classique. En CAPEX, on va pouvoir aller qualifier en CAPEX tout ce qui correspond à des projets qui eux-mêmes sont qualifiés d'investissement dans le monde de la finance. Alors, je me garde bien de parler pour eux, qui vont donner de la valeur à long terme. Et le fait de pouvoir affecter des charges salariales à cette ligne de CAPEX permet de libérer au-dessus de l'EBITDA, puisque le CAPEX est en dessous, au-dessus de l'EBITDA, un peu d'oxygène qui va permettre de se consacrer à d'autres choses, de continuer à faire de la formation, de la communication, à faire des choses qui apportent de la valeur différemment. Ça, pour revenir sur la question, il y a OPEX, CAPEX. En termes de réponse? Oui, non, je te sens sur la réserve. Donc... Non, mais ce que je cherchais, c'est des exemples concrets dans la capacité à pouvoir illustrer de manière concrète. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, est-ce que tu peux l'illustrer par des exemples concrets? Un exemple concret sur la mise en place d'un système d'information RH. Projet assez classique, on a tous rencontré à un moment ou à un autre, si ce n'est plusieurs fois pour les plus heureux d'entre nous. Tu peux passer en CAPEX, allez, 75% de la charge salariale de ton patron de paye qui va agir comme chef de projet sur ce projet-là pendant toute la durée du projet. Voilà. Et donc ça fait quelque part disparaître cette valeur du résultat opérationnel. Encore une fois, je ne suis pas financier, je ne veux pas parler pour eux. Donc, apprendre avec suffisamment de recul de ce côté-là. Mais la mécanique est celle-ci, et qui va permettre d'être mobilisé, soit d'améliorer le résultat, je pense qu'on peut faire quelque part, on peut faire mieux pour le capital humain, soit d'être mobilisé sur d'autres éléments du capital humain dont l'organisation a besoin, en termes de développement des compétences ou de l'organisation par ailleurs. Et ça veut dire que, par exemple, sur le SI, toutes les dépenses associées à la formation de l'équipe, à l'utilisation, à la mise en place, la conduite du changement,
peuvent être aujourd'hui des dépenses de CAPEX. Ouais, complètement, oui, oui, complètement. Ok. Et je sais, c'est surprenant, mais pour nous, c'est fondamental que les gens dans les entreprises commencent à le voir comme ça. Il y a un vrai boulot à faire main dans la main entre le DRH et le DAF en disant, attends, j'aimais bien ce que tu disais sur, je ne me substitue pas au DAF, mais discutons ensemble et essayons de faire rentrer dans les normes du vocabulaire cette façon de raisonner. Voilà, moi, voilà la valeur que ça crée. Maintenant, voilà, dans quelle catégorie tu le mets, comment ça rentre en termes d'analytique, je ne sais pas. Mais je ne crois pas mentir ou je ne crois pas pousser de l'idéologie en disant, voilà, on va trouver une façon de le faire rentrer dedans. De toute façon, chaque fois qu'on passe quelque chose qui existe en CAPEX, quelque part, on améliore le résultat. Donc, on peut remobiliser tout ou partie de cette amélioration au bénéfice d'autre chose. Et donc, du capital humain potentiellement. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on travaille comme DRH. Ok. Peut-être qu'on va profiter du temps bon, même si je crois que je ne sais plus quelle heure on avait annoncé exactement, mais on va prendre en tout cas un temps de questionnement et de vous proposer de pouvoir poser vos questions, soit dans le fil de discussion, soit directement si vous pouvez actionner vos micros. Alors, peut-être un dernier point sur le financement. Sur le financement du capital humain, au-delà du CAPEX, OPEX, qui est une manière de se redonner un peu d'oxygène, il y a un autre élément que je souhaiterais partager avec vous. On l'avait partagé, Thomas, quand on s'était vu il y a quelques temps, qui est aussi d'utiliser les conventions commerciales. Et ça, le jour où j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça très puissant, notamment pour tout ce qui va permettre, et c'était dans le cadre de ce développement de centres de formation à destination des clients, qui permettait de pousser de la valeur des fournisseurs de l'entreprise aussi auprès des clients, donc de leur donner de la puissance, et ça permettait de faire rentrer cet investissement donc, dans un centre de formation comme étant une des actions alimentant la convention commerciale avec nos parties prenantes. Et ça, ça permettait donc de financer des choses qu'on n'aurait pas pu financer par avec notamment les directeurs commerciaux, les directeurs des ventes, à aller chercher ce qu'on peut faire dans les conventions commerciales, ce qu'on peut faire financer et à faire remplacer du facing ou de la tête de gondole ou que sais-je, par de la formation, par de l'investissement dans des prescripteurs. J'ai souvenir d'avoir réussi à faire financer le développement d'une équipe de prescripteurs grâce à ça, ce qui a une valeur forte pour le capital humain déjà, mais qui a aussi beaucoup de valeur pour l'entreprise, pour les deux entreprises d'ailleurs, et qui s'inscrit dans la durée beaucoup plus qu'une opération commerciale, que le financement d'un catalogue ou que sais-je. Voilà, dernier point que je voulais apporter sur la manière dont on peut aller chercher des financements qu'on ne voudrait pas nous donner a priori. Très bien. Est-ce que cette question, ces interventions suscitent des questions? Est-ce que je vois qu'il y a plusieurs sont pris par des contraintes de temps, ce qu'on peut comprendre. Ce qui est normal. Est-ce que vous avez des questions, des envies d'éclairage par rapport à cette question de l'investissement dans le capital humain? Merci, Emma. Emma nous dit que c'est très clair. Bon, Anne-Fleur aussi. Prends ça comme un compliment. Exactement. Merci pour ces encouragements. Déjà, ça fait très plaisir d'avoir des feedbacks. De toute façon, on est amené à pouvoir, j'espère, se recroiser assez vite, avoir des temps d'échange où vous retrouverez Jean-Philippe, Thomas, si vous souhaitez aller encore plus approfondir ces sujets. Je sais que les journées sont très chargées en ce moment, justement, sur les fonctions RH. Donc, on va vous libérer et je vais peut-être demander un petit mot de la fin à Thomas et Jean-Philippe. Thomas? Puisqu'on s'adresse à un public de DRH, j'ai envie de dire, on compte sur vous. On étant les gens qui croient profondément que le monde de l'entreprise, c'est assez merveilleux et que c'est de plus en plus là que s'élabore le futur de l'humanité.
Les États sont devenus un peu suiveurs de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Donc profitons-en. Mais en revanche, comme dirait Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut donc que les entreprises assument cette responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la santé mentale des citoyens, etc. Et je pense que la fonction RH a un rôle à jouer pour mener la charge là-dessus, pour dire tout ce qu'a dit, tout ce qu'on a dit ce matin, tout ce que mes camarades ont dit avec, je trouve, beaucoup de verve. Allez, les gars, maintenant, ça fait des années qu'on vous le dit, des années que vous ne nous croyez pas, que vous nous traitez soit de Cassandre, soit d'idéaliste, soit de machin. Regardez le Covid, regardez les chiffres de productivité, d'absentéisme, effectivement destruction, création d'emplois, tous les chiffres macroéconomiques dont nous nourrit Damien. Regardez ces chiffres-là, rentrons dans l'Excel. Je sais peut-être que vous, il faut que vous vous fassiez un peu violence, comme nous sommes nous-mêmes fait violence. Rentrez dans l'Excel, rentrez dans leur vocabulaire et montrez-leur avec leurs mots à eux, avec leurs concepts à eux, que, allez, ce qu'on vous disait depuis des années, là, vous ne pouvez plus le nier avec le Covid, c'est une démonstration en grandeur réelle de la vertu de ce qu'on vous disait. Maintenant, soit vous en tenez compte dans le management quotidien de votre entreprise, soit vous n'en tenez pas compte et d'autres entreprises vous boufferont. Tu parlais d'ubérisation tout à l'heure. Voilà, et il est là le problème. Les boîtes qui se sont fait ubériser, c'est celles qui n'avaient pas pris en compte ça, qui étaient en mode too big to fail, etc. Donc attention, nous vivons des temps très incertains. On peut faire des trucs magnifiques où on peut se planter comme des bouses. Et ce n'est pas une question d'intelligence et ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question d'intelligence collective, d'avoir pigé le sens du vent, sachant qu'il se balade beaucoup le vent en ce moment. Donc il y a aussi une part de bol. Alors réduisons la part d'aléatoire en faisant de l'intelligence collective. Écoutons ce qu'ont à dire les DRH. Et donc pour être écouté, je vous engage à aller, à amener sur votre terrain vos interlocuteurs, vos pairs, pour qu'ils vous écoutent, vous entendent, vous croient. Je souscris pleinement à ça, Thomas, et je pense que la meilleure manière de faire notre job de DRH, je parle comme si je l'étais encore, mais ça va me passer, c'est de considérer que c'est un véritable métier à impact. Oui. C'est un véritable métier à impact. On n'est pas là pour faire de l'administration du personnel et de la paye. C'est un métier à impact. Et la meilleure manière de le faire, et celui où on aura le plus de puissance, c'est quand on le fait avec pour tirer l'organisation dans le sens dont on a vu qu'il est nécessaire. Voilà pour moi le mot de la fin. Cohérence et sincérité. Merci beaucoup. Vous m'avez fait un lien en plus parfait avec Maud sur la suite du programme pour le FTS, puisque nous espérons que les conditions, en tout cas sanitaires, nous permettront de nous retrouver mi-février pour le prochain GoTank qui justement portera sur la dimension politique de l'entreprise. Qui, en effet, avec cette avancée de l'impact, ce désengagement de l'État, où on voit bien aujourd'hui que le bien commun est de plus en plus porté par l'entreprise. Et donc, comment s'emparer de cette dimension politique de l'entreprise? En tout cas, comment on peut faire vivre cette dimension politique de l'entreprise en pleine campagne présidentielle? C'est toujours intéressant de pouvoir se pencher sur ces sujets. Nous qui maintenant avons des responsabilités de plus en plus grandes, en tout cas sur cette élaboration des biens communs. Merci Thomas, merci Jean-Philippe pour cette matinée, merci Maud pour l'organisation, la mise en place de ce talk, et merci à vous d'avoir répondu présent et on vous retrouve très vite. Merci. Bonne journée. Merci à tous de votre confiance et de votre amitié, portez-vous bien.